Donc, d'abord, il faut savoir que l'ISO est l'International Standards Organization, donc l'Organisation internationale de normalisation. C'est un organisme international au même titre que, par exemple, les Nations unies, qui est à but non lucratif comme tel, en théorie, mais en pratique, il y a des gens qui travaillent à temps plein pour l'ISO. Il y a des employés à temps plein. Il y a un siège social, entre guillemets, un bureau de chef, donc qui est situé en Suisse, dans lequel il y a différents groupes d'employés qui travaillent. Et les activités de l'ISO sont financées à même les revenus qu'elle obtient de ces activités de normalisation. Le principal extrait de tout le processus de normalisation, c'est des normes. Et les normes, ce sont des documents qui sont vendus. Et vous allez voir, on va en parler dans le cas de 27005, mais aussi dans le cas d'un paquet d'autres normes qui existent. Le prix est quand même relativement élevé. Un document de normes, ça coûte cher. La seule façon qu'on peut avoir les documents gratuitement, c'est que soit c'est une norme qui a été libérée, c'est-à-dire qu'elle est offerte, elle est disponible gratuitement. Il y en a. Mais sinon, il n'y a que les gens qui participent au processus de normalisation qui ont accès aux documents de normes gratuitement. Donc moi, pendant presque une dizaine d'années, j'ai été membre d'un comité de normalisation, en fait de plus qu'un, mais surtout de un, qui est le ISO SC27, qui est le comité qui a rédigé la norme dont on va parler ce soir. Donc, moi, j'ai été membre de ce comité-là pendant plusieurs années. Et un des avantages que j'avais à être membre de ce comité-là, c'est que j'avais accès à toutes ces normes-là gratuitement. Je n'avais pas à payer pour avoir la 27001, 27002, 27005 et autres. À partir du moment où j'ai arrêté de m'impliquer dans ces comités-là, ben là, les documents que j'avais, donc je devais les déliter, les effacer, puisque je n'ai plus le droit d'avoir ces documents-là gratuitement, et donc je dois maintenant acheter les documents. Soit les acheter moi-même ou les faire acheter par mon employeur ou par l'université pour pouvoir les utiliser. Mais sinon, donc, en vendant les documents, l'ISO arrive à se financer. J'imagine qu'il y a aussi du financement qui peut venir de d'autres sources, comme les Nations unies peut-être ou des pays. Mais en général, c'est financé comme ça. L'ISO a créé à ce jour plus de 18 500 normes internationales. Et on retrouve dans les normes ISO vraiment toutes sortes de sujets. Il n'y a en fait aucune limite vraiment au type de normes que l'ISO pourrait vouloir créer. Il suffit qu'il y ait suffisamment d'individus et de pays qui sont intéressés à créer un comité pour un sujet particulier et proposent donc à l'ISO de créer un comité. S'il y a suffisamment d'intérêt, ils vont créer ce comité-là. Et donc, ce comité-là, les comités peuvent traiter vraiment de toutes sortes de sujets. Donc, on peut avoir des comités ISO, par exemple, ici à l'université, dans les départements où moi je travaille, surtout à la faculté de médecine et à la faculté d'administration. À la faculté de médecine, l'équipe dans laquelle je travaille est très impliquée dans la normalisation. On a un certificat de 2e cycle en normes dans la santé. Et ça, c'est un comité ISO, c'est le ISO TC 215, donc qui est un comité spécifique aux normes de la santé. Il existe aussi d'autres sortes de comités de normalisation. Il n'y a pas que des comités ISO. Dans la santé, parce que c'est un domaine où vraiment il y a beaucoup de normalisation qui se fait, il y a des comités pour des normes de terminologie, par exemple, le SNOMED. Il y a des comités pour les normes de communication des données, le HL7, qui est un protocole de communication de dossiers cliniques, par exemple, de données cliniques par message. Il y a des normes pour les systèmes de radiologie, le DICOM. Vous connaissez sûrement les normes IEEE.
Donc, le IEEE, l'Institut des ingénieurs en électricité et en électronique, a une grosse activité de normalisation, particulièrement axée vers les choses techniques, dont, entre autres, les réseaux sans fil et les réseaux en général. Donc, on a le 802.3, 802.5, 802.1, 802.11 pour le wireless, etc. Il y a aussi des normes pour les équipements, par exemple dans la santé, les normes pour les appareils, comme les électrocardiogrammes, par exemple, les machines comme ça, qu'on retrouve dans les hôpitaux, ce sont des normes IEEE. Mais aussi, encore là, il y a d'autres types de normalisation. Donc, l'ISO, je vous mentionnais, 18 500 normes publiées et 1100 normes ISO en moyenne sont publiées à tous les ans. Ce sont des normes qui sont élaborées par consensus. C'est-à-dire qu'un consensus, ça veut dire que on s'est réunis ensemble, un groupe d'individus qui étaient intéressés à discuter d'un domaine en particulier, et on s'est mis d'accord où on est arrivé à un terrain d'entente où tout le monde pouvait être d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur résultat possible, parce que peut-être qu'il y a des gens qui avaient un point de vue, il y a peut-être d'autres qui avaient une autre opinion un peu différente, mais on a tous réussi à se mettre d'accord sur quelque chose. Et ça, c'est vraiment un consensus. La définition d'un consensus, d'une certaine façon, c'est que les opinions de tout le monde ont été entendues. Tout le monde a l'impression, est satisfait qu'on a pris en considération son opinion, mais il n'est pas nécessairement d'accord, mais il est capable de vivre avec le résultat. Donc, si vous êtes capable de vivre avec ce qui est proposé, bien, en quelque part, on peut établir un consensus. Et dans un comité de normalisation, on va vraiment retrouver toutes sortes de personnes. La façon dont ça se passe, dans la plupart des comités, et on peut parler ici de l'exemple du SC27, il y a une ou deux réunions annuelles. Dans le cas du SC27, il y a 2 réunions annuelles où les gens doivent donc se déplacer pour représenter un pays. Donc, c'est les pays qui sont membres de l'ISO. Il y a une délégation qui représente chaque pays, qui se présente dans un congrès. Et entre chaque congrès, entre chaque rencontre, on va travailler à l'élaboration de documents ou à la révision de documents à travers les différentes étapes du processus d'élaboration de normes ISO. C'est un processus en 6 étapes, les normes ISO. La première étape, c'est la proposition, et la 6e étape, c'est la publication. Et donc, entre la première étape et la 5e étape, et la 6e étape, il y a tout un processus de révision, de discussion. D'abord en comité d'experts, ensuite en comité, en sous-comité, c'est-à-dire au niveau, par exemple, d'un groupe qui s'intéresse à un domaine d'activité en particulier. Finalement, pour arriver devant une version finale qui est soumise au vote de l'ensemble des pays, c'est un pays, un vote. Et donc, il y a des gens qui doivent se déplacer. En moyenne, ça prend 5 ans pour créer une norme ISO. Donc, pour passer à travers les 6 étapes, c'est un processus qui prend en moyenne 5 ans. Et par la suite, la norme doit être révisée, dépendant du type de norme, mais disons, pour garder ça simple, environ aux 5 ans, les documents doivent être révisés. La révision peut être, le résultat de la révision peut être, on n'a pas besoin de faire de modifications, on va réapprouver ce document-là pour un autre 5 ans, ce qui est rarement le cas. Il y a en général tous les domaines, surtout les domaines techniques, il y a des évolutions, donc il faut faire des corrections. Ça peut arriver aussi qu'on choisisse de faire des révisions plus fréquemment que ça. C'est-à-dire que des fois, ça a été le cas avec la ISO 17799, qui est devenue aujourd'hui la ISO 27002. Quand l'approbation de la version en 2005 s'est faite, ils ont tout de suite commencé à travailler sur quand la version de 2000 est sortie, ils ont tout de suite, en 2001, commencé à travailler sur une nouvelle version. Il y a une nouvelle version qui est sortie en 2005. Et donc, il arrive des fois que le domaine évolue tellement rapidement qu'aussitôt qu'on a fini une version, on recommence tout de suite à travailler sur une autre. Mais c'est plutôt exceptionnel.
En général, on essaie d'arriver avec des documents qui sont assez larges pour que ça puisse tenir la route pendant au moins 5 ans. En tout cas, c'est le but. Donc ça, c'est vraiment une norme, et les normes de l'ISO, ce sont des normes par consensus. C'est pas la seule sorte de norme qui existe. Il existe d'autres types, d'autres catégories de normes, dont par exemple les normes ad hoc. Une norme ad hoc, comme le capitaine Haddock, donc une norme ad hoc en latin. Donc c'est quelque chose qui devient une norme un peu par défaut, dans le sens que tout le monde adopte ce standard-là, cet élément-là, et il y a peut-être qu'il n'y a rien d'autre, ou en tout cas c'est ce qui est adopté par la majorité des gens sur le marché, et donc ça devient une norme ad hoc. On pourrait dire d'une certaine façon que le Windows XP était une norme ad hoc. C'est-à-dire que 98 ou en tout cas 95% de tous les ordinateurs sur la planète à l'époque de Windows XP fonctionnaient avec Windows XP. Donc ça, on pourrait dire que c'est une norme ad hoc. Depuis, bien évidemment, peut-être que ça a évolué, surtout avec le passage à Vista, puis par la suite à Windows 7. Il y a beaucoup de gens qui étaient très insatisfaits de Vista et de Windows 7, qui ont commencé de plus en plus à cette époque-là à se diriger vers d'autres produits. Donc, on a vu depuis Windows XP une montée du Mac, qui occupe, je crois, c'est peut-être 7% du marché, je pense, et 3% du marché qui est Linux. Mais dans le passé, avant, si vous vous rappelez, en 1900, autour de 2000, là, quand est sorti XP, XP est devenu à ce moment-là une norme ad hoc parce qu'elle a été adoptée par la majorité du marché. On pourrait dire aussi d'une certaine façon que le Windows Office, et en particulier le Windows Word, Microsoft Word, je veux dire, est une norme ad hoc, et en particulier le format de document .doc, parce qu'il a été adopté par la majorité des gens. On pourrait dire que Adobe, avec les fichiers PDF, c'est une norme ad hoc. Donc, les normes ad hoc, souvent, ce sont des normes qui, peut-être sur le point technique, peuvent être plus à la fine pointe de la technologie, parce que ça, c'est pas sujet à l'approbation d'un comité, comme ISO, c'est sujet à l'approbation du marché, entre guillemets. Si tout le monde embarque sur ça, si à un moment donné, ça prend, disons, 90% du marché, ben, automatiquement, on peut pas faire autrement que dire que c'est la norme de ce type d'activité-là. Il existe une autre type de norme qui est la norme de facto. Donc, encore, vient du latin, norme de fait. S'il n'y a rien d'autre, si c'est la seule solution pour adresser ce problème-là, ben, dans les faits, c'est la norme. Parce que si tu veux faire ce genre d'activité-là, t'as pas le choix, c'est ça qu'il faut que tu utilises. Donc, encore là, on pourrait penser à toutes sortes d'exemples. J'en ai pas qui me viennent à l'idée comme ça. Mais, par exemple, on peut dire quand les premiers réseaux sans fil ont été mis sur le marché, il y avait un seul manufacturier qui a mis sur le marché les premiers réseaux sans fil. Ben, c'était la norme de facto. Si tu voulais avoir un réseau sans fil, il fallait que tu prennes ça. On pourrait dire que quand les ordinateurs, les PC, les premières cartes graphiques couleur CGA ont sorti, c'est devenu la norme de facto, parce que si tu voulais avoir des graphiques en couleur, tu n'avais pas le choix, c'était CGA. Et finalement, la dernière catégorie, la quatrième catégorie, ce sont les normes mandatées par le gouvernement. On pourrait penser, ceux qui font de la sécurité dans le domaine de la santé, que le cadre global de gestion des actifs informationnels, c'est une norme, et c'est une norme de la dernière catégorie, c'est-à-dire mandatée par le gouvernement. Donc, un État, un gouvernement, une autorité réglementaire qui pourrait être municipale, locale, municipale, provinciale, régionale ou nationale ou pan-canadienne, pourrait émettre une norme et dire voici la norme. Ça peut être assimilé à une loi aussi d'une certaine façon. Il peut y avoir une loi qui renforce cet élément-là, cet élément normatif-là. Mais pas nécessairement. Donc, par exemple, au niveau pan-canadien, le gouvernement a créé une autorité, c'est l'Inforoute canadienne de la santé, qui, elle, émet des normes pour les dossiers santé électronique, pour qu'on puisse échanger, par exemple, des dossiers pour un Québécois qui va en vacances en Ontario et qui va à l'hôpital, que son dossier santé puisse être ouvert dans un hôpital en Ontario.
Ben, l'autorité, l'agence gouvernementale qui crée ce genre de choses-là, c'est l'Inforoute canadienne de la santé, InfoWay en anglais qu'on appelle. Et donc, eux, ils font pas passer une loi, mais ils ont été créés par le gouvernement et ils vont créer donc des normes de cette catégorie-là, mandatées par le gouvernement. Les normes qu'on va croiser le plus souvent, et c'est le cas de toutes les normes de l'ISO, mais c'est aussi le cas des normes de IEEE, c'est le cas d'un paquet de différents types de normes, ce sont tous de la catégorie des normes par consensus. Donc, c'est la catégorie que l'on préfère, mais il faut bien comprendre que le consensus a une limite. Donc, dans certains cas, les normes par consensus vont être limitées par un certain nombre d'éléments, mais il faut comprendre qu'il y a des frais, il y a des coûts associés à participer à ça. Il faut être disponible. Si vous avez une job, il faut que votre employeur accepte de payer votre salaire pour les 3 semaines du congrès de l'ISO, qui peut être à Singapour, ou qui peut être à Berlin, ou qui peut être à Tokyo, ou qui peut être à Montréal, mais c'est rare. Mais qui peut être à Washington. Donc, il faut se rendre. Il faut qu'on continue à recevoir son salaire pendant le temps qu'on est là, donc il faut que son employeur accepte. Il y a des frais de déplacement qui peuvent être extrêmement importants. Moi, personnellement, je me souviens d'une fois où je suis allé 3 semaines à Singapour, où seulement les frais pour le vol étaient de près de 3000 $, et les frais d'hôtel ça se passait à l'hôtel Conrad Hilton, et c'était, je pense, 200 $ US par jour. En tout cas, ça m'a coûté 7000 $ aller au congrès. Donc, ça prend des moyens. C'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est pas tout le monde que son employeur va accepter de l'envoyer là. Dans certains cas, des fois, c'est quelqu'un qui est en fin de carrière, qui travaille pour une grande compagnie. On pourrait penser, par exemple, à Hydro-Québec ou au gouvernement du Québec, où on a quelqu'un qui est en fin de carrière, il est sur le bord de la retraite, on veut lui donner quelque chose à faire, puis le faire profiter un peu de ses voyages. Donc, on va donner ça à une personne comme ça. Je vous dis pas que c'est toujours ça, là. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut comprendre que dans n'importe quel type d'organisation comme ça, il y a toutes sortes de choses qui font que les gens sont motivés d'y aller. Certains, des fois, c'est vraiment parce qu'ils croient au processus de normalisation et qui sont là pour faire avancer la norme. Et en général, c'est la majorité des gens, c'est des gens qui veulent vraiment participer, s'impliquer, mais c'est pas toujours ça. L'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont envoyés par leur employeur, que leur employeur paye, mais ils ont un agenda. Ils sont là pour quelque chose. Par exemple, ils peuvent travailler pour une grande firme de comptables, prenons l'exemple, qui est très impliquée dans le domaine de la vérification des systèmes d'information, et donc qui va être très, très, très intéressé à ce que la norme devienne une norme certifiante, pour laquelle il y a un certificat de conformité d'émis. Parce que pour eux autres, ça représente beaucoup d'argent. C'est très payant pour ce genre de firmes-là, qui ont évidemment l'expertise, d'avoir à aller faire de la vérif, hein, et recevoir en échange de cette vérification-là un certain montant d'argent, évidemment, de frais de conseil, pour aider le client à recevoir un certificat de conformité, qui va avoir une valeur pour le client, mais c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les firmes qui vont avoir cette capacité-là. Donc, on peut penser à ISO 27001, le processus de certification d'ISO 27001, donc qui est une norme certifiante pour laquelle il y a un certificat de conformité qui peut être reçu. Il y a dans certains pays, comme le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre et aux États-Unis de plus en plus, et en France, c'est une grosse business, la certification 27001. Si vous regardez le registre des certificats 27001, vous allez voir qu'au Japon, c'est de la grosse business. Dans certains pays, comme l'Angleterre, l'Allemagne, il y a beaucoup d'argent en arrière de ça. Il y a beaucoup d'argent à faire. Donc, si un de nos employés ou un de nos associés de la firme est la personne qui a été l'éditeur de la norme, la personne responsable d'élaborer cette norme-là, ça veut dire que ça va donner accès à des mandats de consultation qu'on n'aurait pas sinon. Parce qu'on vient de bypasser tous nos compétiteurs
Parce que l'auteur, le grand expert mondial, c'est le gars qui a été le coordonnateur de la rédaction de cette norme-là, c'est notre employé, ou c'est notre président, ou c'est un de nos associés. Puis à ce moment-là, il y a des gens qui font beaucoup d'argent à voyager à travers le monde pour donner des conférences, puis faire de la consultation pour les grandes entreprises, les banques, les États, hein, sur cette norme-là. Donc, il y a beaucoup d'argent en arrière de ça. Il existe certaines, là, je vous parle des normes de sécurité, mais il existe des normes, par exemple, comme les normes sur les documents, où Microsoft était très impliqué, parce qu'il voulait que le document final, la norme finale, soit essentiellement le format de document DocX de Microsoft, pour lequel, eux, ils ont la propriété intellectuelle. Donc, il y a beaucoup d'argent en arrière de ça. Il peut y avoir toutes sortes de motivations, là, même au niveau national, au niveau ici à Montréal ou au Québec. Il y a des gens pour eux autres, ils voient ça comme une façon de faire avancer leur carrière. Moi, personnellement, si je me suis beaucoup impliqué dans les comités de normes ISO, c'est parce que professionnellement, ça m'était utile. Ou c'était utile pour mes employeurs. Ou ça m'a peut-être permis d'avoir une job à un endroit pour qui c'était important cette norme-là, puis que c'était intéressant pour eux autres d'engager quelqu'un qui est un des auteurs de ISO 17799. À cette époque-là, c'était une grosse affaire. Moi, j'ai participé très activement à la rédaction de la 17799. Il y a des sections, il y a des places, je peux vous montrer dans la norme où cette phrase-là, c'est moi qui l'ai écrit. On peut bien rigoler, mais ça m'a donné accès à des jobs, ça. Donc, et il y a toutes sortes d'exemples, là. Ça donne accès à un réseau de contacts international, ça donne accès à tout un paquet de choses de s'impliquer. Et donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qui vont motiver les gens. Et donc, si on comprend ça, ça peut permettre de comprendre un peu pourquoi est-ce que les normes ISO sont ce qu'elles sont. Parce qu'il faut pas s'attendre quand on a une norme internationale que ça soit le state of the art dans un domaine. Hein, que ça soit la règle d'or ou l'étalon d'or dans un domaine en particulier. Ça ne peut pas l'être parce qu'il y a tellement de gens, et plus une norme elle est visible, plus il y a de monde qui sont impliqués là-dedans. Donc, plus il va y avoir eu des compromis, des discussions, des débats, des deals de couloir qui vont avoir mené au résultat final. Et c'est pour ça que souvent, si on veut avoir le best of the world, la fine pointe de la technologie dans un domaine, on devrait s'inspirer d'une norme. Mais si on veut la suivre à la lettre, c'est pas certain que ça va être le meilleur résultat possible. Des fois, des normes, comme la ISO 17799, quand on lit la liste de tous les contrôles, ça peut ressembler un peu à un fourre-tout, où on a mis des tonnes, on a mis 133 différents contrôles de gestion ou contrôles technologiques. Il y a personne qui va vouloir s'impliquer, utiliser les 133. Des fois, on a des normes comme la 27001, qui est, dans le fond, extrêmement générale. Tu sais, la 27001, là, c'est le cycle de Deming. C'est le modèle d'amélioration continue qui a été développé par Deming, hein, dans les années 40, et qui a été appliqué à un paquet de différents domaines, qui a été revu, amélioré de toutes sortes de façons. On retrouve ça dans le ITIL, on retrouve ça dans le Six Sigma, on retrouve ça dans le COBIT, on retrouve ça sous différentes versions, plus ou moins modifiées du PDCA. Et c'est le PDCA, Plan Do Check Act, c'est ce qu'on retrouve dans le ISO 27001. Et c'est pas nécessaire de dépenser des centaines de milliers de dollars pour élaborer la norme 27001, quand dans le fond, on a pris 9000 ou ISO 14000 ou ISO, puis on l'a adapté au domaine de la sécurité de l'information. Mais ça donne quand même un document très important parce que ça donne une référence. Ça donne un point de référence
international. Et ça c'est une vraie valeur ajoutée, ça. Malgré tout ce que j'ai dit, là j'ai essayé de vous montrer ou d'énoncer ce que je considérais les aspects, disons, plus subversifs ou négatifs de ce genre de processus-là. Maintenant, c'est important de comprendre aussi qu'il y a de très, très bons aspects aux normes internationales. Il y a des éléments qui sont absolument irremplaçables. Ça donne un point de référence auquel tout le monde peut se comparer. Et quand je dis tout le monde, je veux dire vraiment la planète. Donc, si on a une société multinationale, ou si on est dans une société qui fait affaire avec des clients à l'international, ben si on dit à tout le monde, on va se baser sur le 27002, c'est-à-dire le ISO 17799, pour choisir nos contrôles, ben tout le monde part à partir du même document qui est disponible dans plusieurs langues. Si on dit que notre modèle de sécurité, ça va être 27001, et qu'on va, tout le monde, tous nos bureaux à travers le monde, on va vous demander de vous certifier 27001, on est tous capables de se comparer. Donc ça, ce côté-là, c'est excellent. Si aussi on veut avoir des discussions, on veut avoir un échange, pouvoir comparer notre performance en sécurité de l'information entre Abu Dhabi aux Émirats ou Tokyo au Japon ou Berlin en Allemagne ou Philadelphie aux États-Unis, ben si on utilise tous un vocabulaire normalisé, par exemple le guide 73 de l'ISO pour la gestion de risque ou le 31000 aussi pour la gestion de risque, ben on s'entend tous, on part tous on parle tous de la même chose, on a tous un vocabulaire commun et on peut tous se référer à un point commun. Il y a évidemment en sécurité, il existe un paquet de normes, il y a 5 sous-comités d'ISO qui fait des normes dans différents éléments reliés à la sécurité de l'information. On peut penser à un des comités, par exemple, qui va faire des normes sur les systèmes de détection d'intrusion. Si on a des bureaux dans 3 pays différents, puis qu'on veut s'entendre sur une norme ou la mise en œuvre d'un système d'IDS, on peut utiliser cette norme-là. Au moins, on va tous se référer aux mêmes éléments, aux mêmes points. Et donc, ça, c'est vraiment d'une grande valeur. Nous, par rapport à ce qu'on va discuter, ce qu'on discute en gestion de risque, c'est aussi très important parce que la 27005, même si c'est pas une méthodologie de gestion de risque, c'est quand même un bon point de comparaison pour regarder d'autres méthodes, comme on va le faire, comme on l'a fait dans la méthodologie qu'on utilise ici dans le cours, donc qui est une méthodologie théorique qui a été développée pour travailler avec des scénarios. Si on prend les étapes, et on regardera ça tout à l'heure, de 27005, on peut suivre cette méthode-là avec 27005, dire, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et ça nous assure qu'il n'y a rien qui a été oublié. Si on veut être capable d'aller voir des gens à l'externe, par exemple un auditeur, un vérificateur, puis dire, regarde, nous, on a utilisé telle méthode, puis nous, notre méthode, voici comment elle correspond avec la 27005, puis on couvre tous les éléments qui sont recommandés par l'ISO de couvrir en gestion de risque. Dans certaines choses, elle en fait plus, mais au minimum, elle fait au minimum tout ce qui est couvert dans la 27005. Donc, c'est un bon point de référence. C'est pour ça que c'est intéressant. Surtout, c'est intéressant aussi dans notre cas, puisque on en entend beaucoup parler. Et ça peut même être quelque chose qui pourrait vous être utile, par exemple, dans le cas d'une recherche d'emploi, où un employeur pourrait vous voulez vous voulez devenir gestionnaire de risque, ou un employeur pourrait vous demander, est-ce que tu es familier avec les normes internationales en gestion de risque? Tu peux répondre, 27005. Puis là, est-ce que je la connais? J'ai eu un cours là-dessus. Donc, c'est utile aussi à ce niveau-là. Donc, je mentionnais que l'organisme qui est responsable de la ISO 27005, c'est le Joint Technical Committee 1, le JTC1. Le JTC1, ça s'appelle Joint parce que c'est conjoint entre 2 organismes, qui est la Commission internationale électrique, le CEI, et le International Standards Organization, l'ISO. Donc, c'est pour ça que quand on voit la norme ISO, là, on voit que c'est toujours écrit ISO/IEC avec le 27005, 2 points, l'année de la version sur laquelle on travaille.
Donc, nous, ce soir, par exemple, évidemment, je ne peux pas vous donner une copie de la norme ISO, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des copyrights. Mais moi, j'utilise ici, là, je peux vous montrer ici. Donc, j'ai la norme ISO 27005 que j'utilise. Et c'est effectivement, si on regarde, c'est écrit ici, ISO IEC 27005. Et c'est écrit la date de publication en dessous, dans ce cas-ci, la version 2008. Donc, c'est ce qu'on va toujours retrouver, ISO IEC. Et ça, c'est parce que c'est un comité donc conjoint de ces deux organismes, qui étaient deux organismes distincts et qui sont découverts beaucoup d'atomes crochus et qui ont commencé à travailler ensemble, qui ont un comité. Et ce comité-là a un ensemble de sous-comités, dont le 27e sous-comité est le sous-comité responsable de la sécurité de l'information. Donc, toutes les normes qui traitent de technologie de l'information, techniques de sécurité, sont des normes issues du sous-comité 27. Le sous-comité 27 est divisé en 5 groupes de travail, qu'on appelle les working groups. Et celui qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est le WG1. Donc, c'est celui qui s'occupe des systèmes de gestion. N'oubliez pas que dans l'ISO, c'est traduit en Europe. Donc, on parle de management, à la française, de management. Donc, un système de management de la sécurité de l'information. Le WG2, c'est la cryptographie, mécanismes de sécurité. Dans ce comité-là, vous allez trouver, dans le comité 1, je devrais commencer avec le comité 1, on trouve beaucoup de représentants de firmes conseils, énormément. On retrouve aussi beaucoup de gens du gouvernement. Dans le WG2, là, c'est des normes de crypto. On va retrouver là beaucoup de gens au niveau canadien du Service canadien de renseignement de sécurité ou du CSE, donc les gens qui sont responsables du système échelon au Canada, là. Donc les gens du ministère de la Défense nationale à Ottawa qui s'occupent de l'interception d'appels puis de cryptographie. C'est intéressant qu'aux États-Unis, les gens du WG2, il y a beaucoup de personnes du NSA. C'est très agréable quand on rencontre ces gens-là, parce que vous leur demandez où ils travaillent, ils vont dire, je travaille pour le gouvernement américain. Si quelqu'un, dans une réunion de sécurité, vous dit, moi, je travaille pour le gouvernement américain, mais il vous dit pas quel ministère, il y a des grosses chances qu'il travaille pour le NSA. Le WG3, c'est le groupe d'évaluation de la sécurité. Donc, eux, ils s'occupent des normes comme les Common Criteria, les critères communs, par exemple. Le WG4, c'est les contrôles et services de sécurité. On va trouver là-dedans des choses comme les firewalls, les IDS, des choses comme ça, des choses plus techniques. Et dans le WG5, gestion des identités, technologie du domaine privé, c'est les gens qui s'occupent de protection des renseignements personnels. Privacy. Donc, si on veut mettre en œuvre la ISO 27005, on va retrouver dans le document, et là, je vous lirai pas tout le document, là, mais je veux juste... Oh. Voilà. Donc, si on ouvre le document, donc, au tout début, on a la deuxième section, c'est ce qu'on appelle référence normative. Des références, quand on trouve dans une norme des références en début de la norme, on va retrouver deux types de références, en fait. Des références de type informative, donc ce qui donne des éléments additionnels à la norme, si on veut mieux comprendre, et des références de type normative. En général, on en retrouve très peu, parce que c'est jamais une bien bonne idée d'avoir des références normatives, parce que ce que ça veut dire, c'est que si je veux utiliser cette norme-là, donc dans ce cas-ci la 27005, je dois absolument utiliser la 27001 et la 27002, des références normatives. Donc ça, déjà, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que ça veut dire que ça nous oblige, si on veut utiliser un cadre de gestion à la 27005, ça nous oblige automatiquement à utiliser les contrôles de la 27002 et un système de gestion de l'information, le ISMS, de la 27001. Bon, comme je vous disais, la 27001, c'est pas trop contraignant, parce que la 27001, dans le fond, c'est le PDCA. Hein? Puis que, quel que soit, d'ailleurs ici, dans le cours, quand on vous a parlé de gestion de risque, on vous a toujours dit que ça doit tenir compte d'un processus cyclique, on continue, on doit faire des audits, là, les IPM A, hein, avec l'audit,
Ben, fondamentalement, c'est le PDCA. Sauf qu'on ne l'appelle pas nécessairement PDCA. Donc, si on voudrait dire qu'on se conforme à 27005 formellement, ben là, nécessairement, on doit absolument suivre le ISMS, ce qui est la norme ISO 27001. Donc, ça, c'est une certaine façon, c'est une contrainte qui n'est pas nécessairement évidente. On n'est pas absolument obligé d'obtenir une certification à 27001, mais il faut avoir un processus 27001. L'autre, c'est le 27002. Le 27002, le problème, c'est que si nous, on veut prendre des contrôles de COVID, parce que notre comptable ou je sais pas qui d'autre, ou parce qu'on veut être SOX, ou parce qu'on veut être BAL ou quelque chose comme ça, on utilise des contrôles qui viennent de d'autres sources. Dans le cas de la santé, par exemple, on a le cadre global de gestion des actifs informationnels, on ne prend pas le 27002. C'est vrai qu'il y a moyen de faire des correspondances. C'est vrai que, par exemple, le cadre global, il était basé à l'origine sur le 27002 qui s'appelait le 17799. C'est vrai qu'il y a moyen de se faire un genre de grande grille de référence entre COBIT puis 27002. C'est tout vrai, ça. Mais il faut absolument utiliser 27002 et 27001 si on veut être 27005. Donc, en général, moi je donne un cours sur la rédaction de normes. Dans mon cours sur la rédaction de normes, on dit qu'en général, il faut éviter d'utiliser des références normatives. C'est jamais bien bon. Les références informatives, c'est mieux parce que c'est pas contraignant. L'autre chose aussi que vous allez remarquer si vous achetez le document de 27002, si je reviens juste à la table des matières, c'est que il y a dans la 27002 plusieurs annexes. Les annexes vont de A à F et couvrent sur les 55 pages du document. Le document donc a 55 pages. Il y a plus de la moitié de ces pages-là qui sont les annexes. Alors que la norme elle-même, si on oublie les premières sections, donc les références normatives, les définitions, etc., la norme elle-même, elle couvre seulement 20 pages du document de 55 pages. Et ça, c'est un autre problème. Parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que ils n'étaient pas capables de s'entendre. Fait que, ce qui n'était pas capable de s'entendre, le compromis pour arriver à un consensus a été, on va mettre ça en annexe. Dans la réalité, là, d'un comité de normes, c'est comme ça que ça se passe. Si on n'est pas capable de s'entendre sur quelque chose, ben, au lieu de se chicaner, soit qu'on l'enlève, ou si quelqu'un dit non, moi, je suis pas capable de vivre avec ça si on l'enlève. Il faut que ça soit là, ça. Pour toutes sortes de raisons. Fait que s'il n'est pas capable de vivre avec, il n'y a pas de consensus. Mais il dit, dans des discussions de couloir, généralement, il dit, regarde, je vais faire un deal avec toi, là. On va laisser ton affaire, on va le mettre en annexe. Hein? Mais, tu sais, regardez, vous faites, vous, là, ici, des travaux scolaires à l'université. Des fois, vous avez des contraintes. Je sais pas, le prof, il vous dit, gars, il faut que ton travail soit maximum 5 pages, sans compter les annexes. Ben, des fois, il y a des affaires que vous allez mettre en annexe. Hein? Des fois, pour le travail, votre boss, il veut avoir un document, il veut avoir un certain format, mais il y a des choses additionnelles que vous avez vraiment le goût de dire, mais vous savez pas comment les mettre. Vous allez les mettre en annexe. Et dans les normes ISO, c'est souvent comme ça. Une norme ISO qui a beaucoup d'annexes, c'est très embêtant. Il devrait, normalement, si c'est pour être normatif, ça devrait tout être dans le document lui-même. Et donc ça, moi, j'ai un bémol par rapport à cette norme-là à cause de cet élément-là. Parce que ça veut dire qu'il faut il y a dans les annexes des éléments d'information qui viennent préciser des choses qui sont dans la norme, mais qui peuvent des fois être un petit peu embêtantes ou un petit peu, comment je pourrais dire, contraignantes d'une certaine façon. Donc ça, c'est un petit peu dangereux. Donc, en plus des références normatives, on a à tenir compte dans une norme comme celle-là de toutes les informations additionnelles, des précisions, des processus d'affaires ou des exemples qui sont inclus dans les annexes. Parce que si on n'en tient pas compte, si jamais on voulait prétendre à notre auditeur, notre vérificateur,
qu'on s'est inspiré de la 27005, qu'on s'est basé sur et qu'on est non pas conforme, mais on est aligné avec, parce qu'il n'y a pas de certification pour ça, il n'y a pas de conformité. On est aligné avec 27005, ben on pourrait se faire reprocher de ne pas avoir inclus des choses qui se retrouvent dans les annexes, alors que ce qui est dans le corps du document lui-même, dans les 20 pages qui restent, que ça, on les a respectés. Donc ça, c'est des choses à tenir compte au niveau, donc, des références. Donc, le cœur de la norme se retrouve dans les chapitres 6 à 12. Les chapitres 6 à 12, j'ai essayé le mieux possible de prendre les meilleures traductions que j'ai trouvées, mais vous allez me permettre, si ça vous dérange pas trop, de vous donner aussi les titres en anglais. Parce que c'est une norme qui a été conçue en anglais. Et les traductions officielles qu'on retrouve, ce sont des traductions françaises de France, qui sont un petit peu problématiques sur certains aspects pour nous, notre utilisation ici au Québec. Dans la version en ligne du cours, c'est-à-dire dans le livre du cours, j'ai focusé surtout sur les chapitres 7 et 8 et que j'ai traduit avec l'aide de Google Docs, Google Translate, et que j'ai révisé par la suite. Évidemment, je peux pas faire un copier-coller de la norme ISO elle-même, parce que ça serait une violation des droits d'auteur ISO. Mais j'ai essayé le mieux possible d'expliquer, en partant du texte original, d'expliquer le processus qui se retrouve donc dans les chapitres 7 et 8, ce qui correspond à ce que nous, on voit ici dans le cours, c'est-à-dire la gestion de risque. Je suis pas rentré dans les chapitres 9, donc les traitements du risque, acceptation, communication et surveillance, qui, selon moi, sont beaucoup plus couverts dans d'autres cours de notre programme. Mais ce que nous, on voit ici est principalement couvert dans le 7 et 8, alors que le 6 est plutôt général, introduit, en fait, les principaux concepts. Donc, le 6, en anglais, s'appelle Overview of the Information Security Management Process. Donc, c'est vraiment à très haut niveau. C'est en fait surtout un schéma, je vais vous montrer. Donc, le 7, c'est l'établissement du contexte. Le 8, c'est le Information Security Risk Assessment, donc c'est l'évaluation du risque. Le 9, c'est le Risk Treatment, donc le traitement du risque. Le 10, c'est le Information Security Risk Acceptance, donc l'acceptation du risque. Le 11, c'est Information Security Risk Communication, donc communiquer sur le risque. Et finalement, le 12, c'est Monitoring and Review. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite, c'est-à-dire le monitoring, le suivi et la révision annuelle ou régulière du processus. Donc ça se trouve au chapitre 12. Donc, dans le chapitre 6, dans le modèle général de la norme ISO 27005 est essentiellement représenté par ce schéma-là. Donc, où tout débute avec l'établissement du contexte, et ça, on va aller un peu plus en détail là-dedans. Et donc, ensuite, la partie vraiment donc qui correspond à ce que nous, on fait ici en gestion de risque, c'est-à-dire l'identification des risques, l'estimation des risques, l'évaluation des risques. Donc, vous retrouvez ici, là, dans ces éléments-là, vous retrouvez ici le I et le P de notre processus IPM. Vous vous souvenez, dans notre modèle théorique, on a dit IPM-A pour la partie vérifiée. Donc, ici, dans la partie verte, là, on retrouve ici le I et le P. Identification, priorisation. Si vous comparez ça avec la méthode qu'on a vue dans le cours, ben, la partie préparatoire, c'est la partie établir le contexte ici dans le 27005. Donc, tous les éléments là que nous, on a vus dans le cours, dans les premiers cours, sont couverts donc ici. Pour arriver avec le M, on a dit IPM, donc le M étant la mobilisation. Donc, ça, c'est la partie traitement de risque, acceptation du risque, et d'une certaine façon, communication du risque,
qui, elle, en fait, se retrouve beaucoup plus dans le processus des 3 P. Donc, on a dit que la mise en œuvre de la sécurité devait s'appuyer sur 3 axes. Prévention, protection, et si ça marche pas, punition, n'est-ce pas? Et donc, la communication sur le risque, ça rentre dans le côté prévention. Dans le côté prévention, la communication sur le risque. Il y a tout un certain nombre de choses qu'on va faire, donc créer une politique, hein, on ne reviendrait pas sur tout ce qu'on a discuté déjà, là. Donc ça se trouve dans la partie communication. Et finalement, de l'autre côté ici, surveillance et revue, ben ça c'est le A du IPMA, donc c'est la partie audit. Donc, vérification, idéalement interne et externe, et révision pour finalement nous amener à faire des modifications au contexte. Et on est vraiment ici dans un processus cyclique, hein, où le cycle peut se faire à partir de différents niveaux. Donc, les petits losanges rouges ici, là, qui indiquent des points où on peut faire une loupe, un genre de feedback loop, on dirait en anglais, de rétroaction, pour venir revoir les éléments précédents. Donc, évidemment, il n'y a pas de grande surprise. C'est juste une façon différente du modèle que nous, on utilise, puisque nous, notre modèle qu'on utilise ici dans le cours, c'est vraiment basé sur un modèle théorique issu de la recherche et issu de la littérature, alors qu'ici, c'est un modèle qui est le résultat d'un processus par consensus. Donc, c'est sûr qu'ils se sont inspirés jusqu'à un certain point des mêmes grands concepts, mais c'est le point de vue, c'est la mise en œuvre de ces concepts-là basé sur le point de vue des 10 ou 15 personnes qui ont participé à l'élaboration donc de cette norme-là. Dans la norme aussi, on vous présente une comparaison là, du processus 27005 avec le processus PDCA, donc le ISMS, le Information Security Management System, donc le système de gestion de la sécurité de l'information, ou la traduction officielle, c'est le système de management de la sécurité de l'information. Donc, ça, c'est le processus fondamentalement de Deming, donc le PDCA. Et donc, les parties d'établissement du contexte, d'évaluation du risque, du plan de traitement des risques et de l'acceptation du risque, ça c'est dans le P, dans le plan. L'implémentation de ça, donc la mise en œuvre de ça dans l'organisation, ça c'est le DO. Le Continual Monitoring and Review of Risk, ça c'est le check, donc c'est le processus de révision cyclique, annuel. Et finalement, de tenir ça à jour et de l'améliorer de façon continue, c'est le ACT. Donc, on retrouve dans le modèle 27005 les étapes du PDCA, donc du 27001. Il y a toutes sortes de méthodologies donc qui ont implanté ce modèle-là. C'est le cas de la dernière version de MERI, c'est le cas de EBIOS, et c'est le cas de la méthode qu'on voit ici dans le cours. Donc, il y a de nombreuses méthodes là, qui sont alignées sur ça. Il n'y a pas que ce que nous, on voit dans le cours. Je vous ai mentionné aussi, la norme n'est pas certifiante, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir un certificat de conformité à 27005, mais il existe une formation pour laquelle vous pouvez obtenir un titre je ne sais plus c'est quoi le nom officiel, là, de gestionnaire de risque 27005, là. Donc, il y a une formation que vous pouvez aller suivre pour obtenir cette certification-là. Donc, qui est une certification pour les individus. Dans laquelle vous allez voir, je ne sais pas combien de temps elle dure, cette formation-là, quelques jours ou plus, j'imagine. Ceux qui l'ont suivi, non? Il y a quelqu'un en ligne, je pense François. 2 jours, merci François. Donc, vous pouvez aller suivre une formation de 2 jours qui va couvrir les aspects. Vous comprendrez que 2 jours, je vous dis, ça représente à peu près une douzaine d'heures de formation. 12 à 16 heures maximum de formation. Donc, c'est une version réduite de ce que nous, on couvre ici dans le cours en 45 heures.
Mais évidemment, le cours ici ne donne pas la certification 27005 pour les gestionnaires de risque. On donne une maîtrise à la place. Donc, je vous mentionnais que nous, on a focusé ici sur, dans notre cours, sur les chapitres 7 et 8. Et donc, le chapitre 7, donc, qui en anglais s'appelle le Context Establishment. Donc, la définition du contexte. Ça, ce sont les étapes que l'on va trouver en tout début dans la méthode qu'on a vue ici dans le cours. Donc, de la définition de l'organisation et la définition d'un certain nombre de choses. Donc, entre autres, pour définir le contexte, on doit définir les critères de base nécessaires à la gestion de risque, la gestion des risques de sécurité de l'information. Donc, dans le document, on va souvent parler donc de la gestion des risques de sécurité de l'information, qui en anglais donc on traduit comme le Information Security Risk Management. C'est ce que nous dans le cours on appelle la gestion des risques informationnels. On pourra dire qu'il y a peut-être des petites différences entre le risque informationnel et les risques de sécurité de l'information, mais quand on sait que la définition de la sécurité c'est l'absence de risque inacceptable, ben le risque de la sécurité, c'est un petit peu, ça pourrait être considéré comme un pléonasme, en fait. Hein, c'est comme monter en haut ou descendre en bas. Donc, nous, on va préférer plutôt parler ici de risque informationnel. Donc, les critères de base, la portée et les limites de l'analyse. C'est-à-dire, ce qu'en anglais, on appelle le scope. Donc, à qui ça s'applique et à qui ça ne s'applique pas. On a mentionné dans le cours qu'on pouvait faire une analyse de risque en fonction d'éléments à risque et que les éléments à risque, ça pouvait être beaucoup de choses. Les éléments à risque, ça peut être des actifs informationnels, ça peut être des données, ça peut être des systèmes d'information, ça peut à la limite être des sites précis. Donc, on fait une analyse de risque en fonction d'une salle de serveur, par exemple. On fait une analyse de risque en fonction d'un édifice, d'un site. Par exemple d'un CLSC ou d'un hôpital ou d'un point de service ou d'un département d'une entreprise. Donc ça doit être défini donc quand on fait la définition du contexte. Et finalement, on doit définir une structure appropriée de gestion des risques. Donc une structure appropriée, qu'est-ce que ça veut dire? Ben si vous voulez, une structure de gestion, une structure organisationnelle, une répartition d'une certaine façon des rôles et responsabilités associés à la gestion des risques. Donc, qui est responsable de quoi? Ensuite, on va devoir définir les objectifs de gestion de risque. Donc, nous, dans le cours, on a parlé d'un paquet de sources desquelles pouvaient nous venir nos objectifs. C'est les mêmes qu'on retrouve ici. L'objectif dans le code 27005 peut évidemment être de soutenir le système de gestion de la sécurité de l'information, mais peut être la conformité juridique. Donc, les objectifs nous proviendraient de lois applicables à notre organisation. Pourrait être une preuve de diligence raisonnable. Donc, si vous avez des obligations vis-à-vis vos parties stakeholders ou vos stockholders, vos actionnaires, ou des gens qui vous fournissent du financement, on peut penser à une banque, par exemple. Vous avez à démontrer que vous avez été diligent. Alors, vos objectifs de sécurité peuvent être de démontrer la diligence. Et de dire que vous êtes référé à une norme internationale pour mettre en place votre cadre de gestion de risque, c'est une façon de dire que vous avez été diligent. Donc, on ne peut pas vous accuser de ne pas avoir mis en place des pratiques exemplaires de gestion de risque si ce que vous faites est aligné avec les normes internationales de ce domaine-là. Dans ce cas-ci, la gestion de risque informationnel. Votre objectif peut être de mettre en œuvre un plan de continuité des affaires, de mettre en œuvre un plan de réponse aux incidents, donc DRP, BCP, Incident Management, et la description des exigences de sécurité pour un élément à risque particulier. Vous avez un élément précis, on peut penser dans la santé, par exemple, au dossier santé électronique,
On peut penser, dans le cas d'une entreprise comme Hydro-Québec, d'une centrale hydroélectrique, d'une centrale nucléaire. Pardon. Comme étant un élément à risque particulier qui mérite une attention particulière. Toutes sortes de raisons, évidemment, selon votre entreprise, selon votre domaine d'activité, qui pourrait justifier qu'est-ce qui est un élément à risque qui mérite une attention particulière. Vous devez, et là, on se retrouve ici à la section 7.2, donc de la norme, donc toujours dans le chapitre 7, dans l'établissement des critères de base. Donc, les critères de base, on doit se demander si on a les ressources disponibles pour le faire. Est-ce qu'on a les ressources disponibles pour effectuer une évaluation de risque et établir un plan de traitement des risques? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour définir et mettre en œuvre des politiques, des procédures, y compris la mise en œuvre des contrôles de gestion? Est-ce qu'on a les ressources disponibles pour faire le suivi? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour surveiller les processus? Donc, un des éléments de ISO 27005 sur lequel moi j'ai peut-être pas beaucoup insisté dans le cours, parce que nous on est focusé plus sur le processus de gestion de risque, mais c'est la mise en place d'une structure. Donc, c'est pas juste d'avoir un gestionnaire de risque, mais c'est d'avoir tous les autres éléments autour qui sont nécessaires pour le faire de façon efficace. Et donc, s'attendre à avoir un certain résultat par rapport à la gestion de risque. Donc, ça, c'est couvert donc à la section 7.2 de la norme. Dans les critères, on va retrouver des critères comme la valeur stratégique des informations. Donc, pour évaluer les informations, pour évaluer nos éléments à risque. Donc, comment critique est-ce que cet élément-là est par rapport à l'atteinte de nos stratégies d'affaires, de nos objectifs d'affaires, de notre mission d'entreprise? La criticité des actifs comme tels, encore nos obligations juridiques, réglementaires et contractuelles, l'importance pour nous, l'importance pour l'entreprise, l'importance pour l'organisation des aspects reliés à la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité, donc notre fameux DIC, qui pourrait évidemment, avec une augmentation de la maturité de l'entreprise, s'appliquer à plus que juste la disponibilité. On avait mentionné ici non-répudiation, par exemple, contrôle des accès, etc. Et finalement, les attentes des parties prenantes. Donc, qu'est-ce que les gens s'attendent, qu'est-ce que les individus qui ont un intérêt dans nos activités ont par rapport à nous. Si on prend l'exemple de la santé, encore une fois, dans la santé, les parties prenantes, ça inclut la population. Ça inclut les bénéficiaires, les utilisateurs, les clients, on pourrait dire. Dans le cas de la santé, les clients, c'est toute la population du Québec. Donc, c'est quoi leurs attentes par rapport aux données que nous, on gère pour eux? Dans le cas d'une institution financière, ça pourrait être nos clients, ça pourrait être nos actionnaires, nos investisseurs, les institutions financières avec lesquelles on a des liens d'affaires. Ça pourrait être aussi des organismes internationaux. Si on a, par exemple, des choses comme le PCI ou des obligations par rapport à d'autres partenaires, à la Banque du Canada, dans le cas d'une banque, par exemple. Donc, eux, ils s'attendent à quoi? Ça peut être aussi de considérer des conséquences négatives autres que des impacts financiers. Donc, comme les atteintes à notre réputation, l'achalandage. Donc, l'impact que pourrait avoir sur notre chiffre d'affaires, sur notre clientèle, des problèmes de sécurité. Et là, ici, le terme achalandage est une traduction du terme anglais qui est goodwill. Hein, j'ai pas trouvé de meilleur mot que ça pour traduire goodwill. Et je sais pas si y a une meilleure traduction de goodwill à m'offrir. Ben, bienfaisance, non, parce que c'est vraiment dans un sens de clientèle. Le goodwill, si tu veux, c'est
Tu vas retrouver ça dans des états financiers comme étant une valeur, comme étant un actif, mais ce qu'on va retrouver quand on vend une entreprise, c'est ce qu'on appelle l'achalandage. Mais si c'est important pour vous, ça doit faire partie de vos critères d'évaluation du risque. Donc, vous devez trouver une façon d'intégrer ça à l'intérieur de votre modèle. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, dis-moi, je ne nommerai pas l'étudiant, mais il me dit, moi, je vais faire mon analyse de risque dans un établissement de santé. Puis, on nommera pas l'étudiant. Puis, quand je considère la valeur monétaire de l'impact, j'ai un problème. Parce que si, par exemple, on s'imagine une situation où les gens ont plus confiance dans l'hôpital ou dans le centre de santé et ils vont aller ailleurs, est-ce que ça, c'est un impact négatif? Comme si on se base seulement sur les arguments financiers, la réponse est non. Au contraire, c'est une bonne chose. Parce qu'on est mesuré par le ministère en fonction de nos heures d'attente à l'urgence. S'il y a moins de monde qui vient, il y aura moins d'attente à l'urgence, on est gagnant. Si on est mesuré en termes budgétaires, il y a moins de gens qui se présentent à l'urgence. Ça veut dire qu'on va utiliser moins de band-aid, de seringues, de toutes sortes de choses qu'on doit jeter après un usage unique. On va en utiliser moins. Donc, on va en acheter moins. Donc, notre budget va être plus facile à équilibrer. Parce que c'est rare un hôpital qui fait ça fait pas de profit. Mais ça gère en fonction d'un budget. Comment est-ce que je pourrais inclure ça dans mon analyse de risque? Là, on a plein d'autres exemples de situations. Je vous donne un exemple facile parce que tout le monde connaît ça, un hôpital. On est tous allés dans un hôpital ou voir un médecin un moment donné dans sa vie. Au moins quand on est né, pour la plupart d'entre nous, j'imagine. Donc, quelques fois durant sa vie, on a affaire à y aller. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Alors, comment est-ce qu'on pourrait tenir compte de ça? On n'a pas dans le modèle, on trouve difficilement dans le modèle une place pour mettre ça. Alors, moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'ajoute une colonne dans mon analyse de risque. J'ajoute une colonne que j'appelle facteurs organisationnels. Et où j'utilise mon échelle à curseur. De la même façon que je vais augmenter l'utilité attendue en fonction de l'appétence au risque, je vais augmenter l'impact en fonction de ce facteur organisationnel-là. Et donc, c'est de cette façon-là, si ce genre de critères-là, c'est quelque chose qui est important pour vous, une alternative, donc, c'est d'augmenter l'utilité attendue en relation à des considérations qui sont propres à l'organisation. Ça va pour ça? Donc, cette capacité-là, ou cette particularité-là, elle est incluse dans la ISO 27005. Donc, ça, c'est très bien à ce niveau-là. La prochaine étape, donc, on nous amène aux critères d'impact. Donc, sur quelle base allons-nous vouloir prendre en compte le degré de dommage ou les coûts à une organisation reliés à l'évaluation des risques? Donc, il y a plusieurs choses à considérer ici. Il faut d'abord tenir compte du niveau de catégorisation ou de classification, on dirait en anglais, donc la catégorisation des actifs informationnels. Et là, on pourrait utiliser différentes échelles. Bon, vous savez, moi, je favorise l'utilisation d'échelles graduées continues, telles que l'échelle à curseur. C'est pas la seule façon d'utiliser des échelles continues. On retrouve ici, dans la norme, aucune information sur le genre d'échelle qu'on devrait utiliser pour ça. D'après moi, la raison pour laquelle on n'en trouve pas, c'est que c'est évidemment assez difficile de s'entendre, puisque si on a différents intervenants qui vont élaborer cette norme-là, comme je vous mentionnais tout à l'heure, certains des intervenants favorisent une méthodologie, d'autres une autre, et donc ça peut être difficile de s'entendre sur quel type d'échelle on va vouloir utiliser. Et ensuite, au moment où ISO 27005 a été rédigé, il n'y avait pas encore de ISO 27004.
Donc, il n'y avait pas encore une norme sur les métriques de sécurité. Et donc, mais cette norme-là sur les métriques se rédigeait en parallèle par un autre groupe, mais en parallèle à ça. Donc, moi, je pense que la raison qu'on ne retrouve pas d'informations sur les échelles, c'est probablement à cause de ça. Mais pas je le pense, mais je suis pas mal sûr que c'est ça. Et donc, mais il faut faire très attention parce que, comme vous le savez, si on choisit les mauvaises échelles de mesure et qu'on essaie de les utiliser de toutes sortes de façons, ça peut être très difficile de faire une évaluation du risque si on utilise, par exemple, des échelles nominales ou des échelles ordinales. Donc, où j'évalue le risque sur une échelle de 1 à 4, par exemple. Parce que ça, c'est une échelle ordinale. Et je serais pas capable je pourrais difficilement comparer les résultats. Donc, ça, le fait que ça soit pas précisé, c'est un petit peu je dirais, une faiblesse. Parce que ça nous oblige à faire des choix. Et, bon, pour vous, ça va être facile maintenant parce que vous avez suivi le cours, puis vous comprenez maintenant les problématiques associées à différentes échelles de mesure. Mais quelqu'un qui n'a pas nécessairement suivi une formation comme ça, qui n'a pas été sensibilisé à cette problématique-là, pourrait faire des erreurs qui éventuellement se traduiraient dans des résultats qui sont difficilement utilisables ou qui ont un problème de validité, de fidélité et de rigueur scientifique. Donc, les niveaux de classification, les infractions à la sécurité, donc par exemple les aléas, des pertes de valeur commerciale et financière. Bon, ça en est un beaucoup plus facile comme critère d'impact. On l'a dit, ici, on a des données historiques, on peut aller voir dans les systèmes comptables, ça nous dit, tel actif, quand il est détruit pour régénérer, ça nous a coûté tant. Donc, ça, c'est plus facile. Perturbation des plans et des délais additionnels, ça aussi, ça devient difficile à mesurer, mais ça fait partie des critères. L'atteinte à la réputation, encore un autre qui est difficile à mesurer, et les violations d'exigences légales, réglementaires ou contractuelles. Donc ça, ce sont toutes les choses que ISO 27005 vous demande de valider, donc dans l'établissement des critères d'évaluation des impacts. Les critères d'acceptation du risque, ISO 27005 recommande d'avoir des seuils multiples, avec des niveaux souhaités et des règles pour accepter des risques supérieurs. Donc, on identifie, on se fixe des objectifs quant au niveau de risque maximum qu'on voudrait avoir ou qu'on souhaite avoir. Et on dit, si ça dépasse les niveaux qu'on souhaite, on met en place des processus d'affaires, des mécanismes pour comment on va réagir, puis surtout quels seront les processus décisionnels qui sont mis en place, ou nous, dans le cours, c'est ce qu'on a appelé des stratégies décisionnelles sur le risque. Donc, ce qu'il nous demande ici, c'est de définir a priori, donc d'avance, de définir quelles seront nos stratégies décisionnelles sur le risque. Et si ça va au-delà de niveaux que nous, on a prédéterminés, ça va aller, par exemple, dans un processus d'escalation, ça va être envoyé à un directeur ou un vice-président ou Chief Information Officer. Alors, quelles seront les règles à suivre pour augmenter ce processus-là? Et quelles seront les lignes directrices qui devraient être suivies pour prendre des décisions à des niveaux plus élevés dans ces situations-là? Dans les critères d'acceptation, on nous propose d'exprimer le risque comme le rapport entre l'utilité espérée et le risque évalué. Vous remarquerez, si vous vous souvenez du chiffrier qu'on utilisait dans Google Docs, on parlait d'efficacité. N'est-ce pas? Oui? Est-ce que vous vous souvenez de ça? On avait un pourcentage. Là. Donc, c'est de ça qu'on parle ici, un ratio ou un rapport, donc, entre l'utilité espérée et le risque évalué. Les différents critères d'évaluation peuvent s'appliquer à différentes catégories de risques et peuvent inclure des exigences pour un traitement supplémentaire. Donc, si
on a des situations où le niveau de risque peut-être pas été clairement déterminé, ou qu'on n'est pas certain, ou qu'on dépasse certains niveaux, ben on va faire des choses additionnelles. Et donc, ces choses additionnelles-là doivent être prévues à l'avance et doivent être définies. Les critères devraient tenir compte, bon, sans surprise, les critères d'affaires, les besoins d'affaires, les aspects juridiques et réglementaires, les modes de production, les technologies, les contraintes financières et les fameux facteurs sociaux et humains. Pour ça, on en a beaucoup parlé ici, le lien entre la culture et le risque, hein, c'est important. Et donc, c'est considéré ici. Alors là, on arrive là au chapitre 7.3. Scope and boundaries. Hein, c'est mieux en anglais? Scope and boundaries. Donc, la portée et les limites. Ben, le scope, ça va? OK. Portée et limites. Donc, les objectifs stratégiques, les politiques, processus d'affaires, structure organisationnelle, exigences légales, réglementaires. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent ici, là, au niveau de ce sur quoi on devrait se baser pour mettre en place la gestion de risque. La politique de sécurité, l'approche globale de gestion de risque, c'est-à-dire, dans l'organisation, dans la majorité des organisations, on gère plusieurs types de risques différents. Dans une institution financière, par exemple, on gère des risques financiers. Dans un centre de santé, on gère des risques liés à l'utilisation des médicaments, des soins. Dans une compagnie d'assurance, on gère toutes sortes de risques au niveau de l'assurance de biens ou l'assurance de personnes. On a souvent aussi une organisation de gestion de risque organisationnelle ou opérationnelle, ou bon, de toutes sortes d'autres. Et de façon générale, quand on a, surtout dans le domaine financier où on a une gestion de risque financière, on va avoir des codes, des pratiques, des méthodes, des outils, puis on va avoir défini un certain nombre de critères d'appétence au risque, etc. Et donc, on devrait s'inspirer de ça dans l'établissement de notre approche de gestion de risque informationnel. De cette façon-là, on va être capable de maximiser l'utilisation de nos ressources, nos connaissances, notre expertise déjà qu'on a, notre façon de faire qu'on a déjà dans l'organisation. Donc, dans ce sens-là, comme vous voyez, sur cet aspect-là, comme sur plusieurs autres, ça rejoint ce qu'on a déjà discuté ici dans le cours. Quels sont les actifs informationnels qu'on doit inclure? Quels sont les sites ou les contraintes géographiques qui sont propres à notre organisation? Les attentes des parties prenantes, l'environnement, mais l'environnement socio-culturel. On a parlé de socio-structurel, donc la structure de l'organisation, les rôles, les responsabilités des gens qui font partie de l'organisation. Mais il y a aussi tout le côté socio-culturel, donc la culture organisationnelle. Donc ça doit être considéré dans la portée et les limites. Et finalement, les échanges d'informations. Donc, avec qui on a des contacts, avec qui on échange de l'information, pourquoi, comment, et qu'est-ce qui devrait être inclus, donc, à l'intérieur de notre gestion de risque. La section 7.3 est quand même relativement bref. On arrive tout de suite ensuite à la section 7.4, donc qui est l'Organization for Information Security Risk Management, donc que j'ai traduit par les rôles et responsabilités en matière de sécurité, de gestion de risque informationnel. Et là, ben, dans les rôles et responsabilités, ça veut dire qu'on doit assigner à des gens des tâches relatives, donc des rôles et des responsabilités relatives à la gestion du risque informationnel. Entre autres, le développement de processus de gestion de risque informationnel adapté à l'organisation, l'identification et l'analyse des parties prenantes, la définition des rôles et responsabilités de toutes les parties, internes et externes, la mise en place des relations nécessaires avec les parties prenantes, les liens avec les autres projets pertinents ou activités de l'organisation, la définition des processus décisionnels et la spécification des registres, c'est-à-dire un registre des incidents, par exemple, un journal, ce qu'on en anglais on appellerait un risk registry, un journal du risque.
nos fameuses listes de menaces puis nos listes de vulnérabilités qu'on a parlé ici dans le cours. Donc, comment est-ce qu'on formalise l'ensemble de ces éléments? Donc, ça couvre, ce qu'on a discuté là, ça couvre le chapitre 7 de la norme. Je vous ai promis qu'on ferait juste 2 chapitres. Je vous ai plutôt dit, annoncé qu'on ferait seulement 2 chapitres. Donc là, on arrive au 8. C'est le dernier. Dans le chapitre 8, ce qui est différent, c'est la structure du document. C'est-à-dire que dans le chapitre 8, ce que vous allez retrouver, c'est des input, action et implementation guidance. C'est-à-dire, et finalement, l'output. Donc, la section input, ce que ça définit, c'est quels sont les intrants. Dans cette activité-là, comme par exemple la 8.1, la description générale, il y a un certain nombre d'intrants, donc qui sont puisés dans les choses qu'on a vues dans le chapitre 7, en grande partie. Et donc, ces intrants-là, ces documents-là vont servir à la base de l'activité, donc qui se retrouve là, et qui, elle, est décrite dans la section action. Donc, on a des intrants, et avec ces intrants-là, on fait un certain nombre de processus. Donc, ces processus-là sont définis dans la section action. Et on a finalement une section qui s'appelle Guidance, Implementation Guidance. Donc, qui va venir nous décrire comment, selon les auteurs de cette norme-là, on devrait mettre en œuvre dans l'organisation les actions qui sont proposées. Pardon? Non, c'est plutôt un plan d'action. Si tu veux faire ça, c'est comment tu devrais t'y prendre. Si tu veux, c'est comme des conseils pour la mise en œuvre de cette action-là. Donc, par exemple, l'action 8.1, la description générale, l'intrant de ça, c'est les critères de base, le scope and boundaries, c'est-à-dire les portées et limites, et l'organisation elle-même. Ça, c'est les intrants. L'action, donc, ça dit, il faut que les risques soient identifiés, quantifiés ou qualifiés. Hein? Ça, c'est l'action. Et après ça, dans la section Guidance, donc, on va dire comment est-ce qu'on devrait s'y prendre pour faire l'évaluation des risques. Donc, puis ce qu'on nous dit dans la section donc des recommandations, c'est que l'analyse des risques, ça inclut l'identification puis l'estimation. Et ça inclut aussi donc l'évaluation du risque. Donc, on doit faire l'analyse du risque, on doit faire l'évaluation du risque. Puis quand on fait l'analyse du risque, ça inclut l'identification et l'estimation. Donc, si on revient à notre modèle, pardon, je vais juste revenir un petit peu avant. Donc, vous voyez, c'est ça ici, là, ce qu'on a dans notre cercle vert, dans notre carré vert ici. Donc, il y a les 2 premières parties, identification et estimation, qui font partie de l'analyse de risque, et ensuite, donc, l'évaluation. Et tout ça, donc, ça se trouve dans notre chapitre 8, donc, dans le Risk Assessment. Donc, ça, ce sont les activités de Risk Assessment qu'on trouve ici, d'évaluation du risque. Donc, c'est ça qu'on trouve, donc, dans la première partie du chapitre 8. Ça nous dit que dans le processus d'analyse de risque, on devrait inclure un certain nombre de choses. Donc, pour faire l'analyse du risque, là, on est rendu au 8.2. Pour faire l'analyse de risque, ben, on va devoir faire un certain nombre de choses, et ces choses-là devraient inclure, donc, l'identification des actifs, l'identification des menaces, l'identification des vulnérabilités, l'identification des conséquences, nous, on pourrait appeler les dommages ou qu'on pourrait appeler les impacts, l'évaluation des conséquences, donc on va les identifier, ensuite on va les évaluer. Ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on va évaluer la probabilité et on va finalement estimer le niveau de risque. Donc, encore là, si je vous réfère au modèle théorique qu'on a discuté dans le cours, vous voyez ici, vous retrouvez ici, donc à l'étape 8.2, l'ensemble des activités que nous, on exécute, que vous faites dans le cadre de votre travail final, par exemple avec l'approche par scénario. Donc, vous retrouvez l'ensemble de ces activités-là dans les critères donc de ISO 27005.
Pour l'évaluation du risque, on ne dicte pas aucune méthode particulière. Donc, on ne définit pas dans ISO 27005 de quelle façon est-ce qu'on devrait, parce que quand on arrive ici là, dans l'évaluation de la probabilité, des conséquences ou du niveau de risque, on ne donne aucune ou peu d'informations sur comment on devrait s'y prendre pour faire ça. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut le faire de deux façons, qualitative ou quantitative. Et avec tous les problèmes qu'on connaît qui sont associés à ça. Donc, qualitatif, ça veut dire qu'on fait appel à des individus et on leur demande donc de décrire avec des mots comment ils pensent que ça se trouve. Et là, ici, il y a énormément d'aspects liés à la subjectivité. Donc ça, dans la norme, on ne rentre pas nécessairement dans le détail de ça. On va plutôt vous suggérer qu'il y a deux approches. On vous propose dans les exemples, dans les annexes, ça vient de l'annexe E, on vous propose, donc du moins on peut en déduire, si on regarde ce qu'il y a ici, qu'on utilise quel genre d'échelle? Ordinale. Donc si on regarde le tableau qui est proposé à l'annexe E, le tableau donc 1A, ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous propose aussi d'utiliser des échelles ordinales. Et on nous propose donc une genre de matrice d'évaluation basée sur une évaluation qui serait ici quantitative ou qualitative? Qualitative. C'est ça? Vous êtes tous d'accord? Donc, effectivement, ici, même si on utilise des chiffres, on se retrouve ici dans une échelle, dans des mesures qualitatives. Et donc, il faut, dans les mesures qualitatives, et quand même être très attentif à l'utilisation qu'on en fait. Donc, une échelle ordinale ne permet que de faire des statistiques descriptives. Donc, on peut pas faire de moyenne. On peut pas faire de calcul non plus avec ça. Mais la façon dont c'est utilisé ici, c'est-à-dire avec une matrice de décision, donc basée sur des niveaux adaptés à des échelles ordinaires et des niveaux de criticité et des niveaux de probabilité, ça serait une façon correcte d'utiliser des échelles qualitatives, d'utiliser des échelles ordinaires. Parce qu'on fait pas de calcul ici. On dit que si ça c'est de tel niveau, ça c'est donc bas, moyen, élevé, et ici low, medium, high, et donc ici de 0 à 4, donc 0 étant le plus bas et 4 étant le plus élevé. Donc ici on a la possibilité donc d'utiliser des échelles ordinales et on se donne une grille, on se définit a priori une grille, puis ça c'est la grille qu'on va appliquer. Donc ça, ce sont des méthodes qualitatives. C'est parfaitement acceptable d'un point de vue scientifique de faire ce genre d'approche-là. Il va falloir faire quand même un certain processus itératif au fil de quelques cycles pour arriver à ajuster ça pour que ça soit représentatif de la réalité. Mais ça serait le genre d'exemple. On en arrive donc au traitement du risque. Et donc, dans le traitement du risque, donc là, on a couvert le chapitre 8. Et le traitement du risque est couvert dans le chapitre 9. Et nous, on n'ira pas en détail sur le traitement du risque. Autre que pour vous montrer le schéma, que là, j'ai pas traduit cette fois-là. Donc, il n'y aura pas d'erreur de traduction. Je ne sais pas si est-ce qu'on le voit bien, par exemple. Je sais pas si je peux peut-être l'agrandir un petit peu. C'est mieux? Donc, évidemment, le point d'entrée dans le traitement va être le résultat de notre processus de gestion de risque. Donc, on est ici dans notre M, plutôt à la fin de notre P, puis au début de notre M, hein, la priorisation, donc le processus décisionnel. Et le premier point de décision, donc, est le Satisfactory Assessment. Donc, est-ce qu'on est satisfait avec le résultat? Alors ça, moi, je comprends pas très bien, là, ici, pourquoi est-ce qu'on se demande est-ce qu'on est satisfait avec le résultat? Ça veut-tu dire que
Si on n'est pas satisfait, on va changer le résultat jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose avec lequel on est satisfait. J'ose espérer que non. J'ose espérer que est-ce on peut s'assurer que le niveau de scientificité est suffisant? Est-ce qu'on peut valider, est-ce qu'on peut confirmer la qualité des résultats d'un processus de gestion de risque? Est-ce qu'on peut s'assurer que on a tenu compte de tous les éléments dont on a discuté ce soir, donc il faut tenir compte? Ce qui est important de savoir, donc, c'est qu'on arrive ensuite aux options de traitement de risque. Et puis là, ben, grosse surprise, hein? Réduction du risque, rétention du risque. J'imagine nous, on traduirait par l'acceptation du risque. Donc, la réduction du risque, c'est-à-dire la mitigation du risque. Ce que nous, on appelle l'évitement, donc le risk avoidance, ou finalement le transfert de risque. Donc, il n'y a pas, je vois pas vraiment de valeur ajoutée à ça, là. Dans le fond, c'est nos 4 carrés, là, dans notre dessin. Retention, la rétention du risque. On le garde, le risque. Je pense que c'est ce qu'on traduirait par l'acceptation. Maintenant, si vous vous souvenez ce qu'on a vu ici dans le cours, on vous a dit, il y a une grosse zone grise là-dedans. Là. C'est pas aussi simple que ça peut le sembler ici sur le schéma, et il y a peut-être un manque de subtilité là ici dans le processus. Mais dans le document lui-même, si on va voir, ben là, juste vous montrer un exemple. Là. Si on regarde par exemple la section sur l'acceptation du risque, ben c'est 6 lignes. 6 lignes. Et ce qu'on nous dit, la décision de garder je vais vous lire en anglais. Là. The decision of retaining the risk without further action should be taken depending on risk evaluation. Implementation guidance. If the level of risk meets the acceptance criteria, donc les critères qu'on avait mis à l'avant, qu'on avait mis donc tout à l'heure, there is no need for implementing additional controls and the risk can be retained. Donc on accepte le risque. Alors c'est tout ce qu'on nous dit. On nous dit finalement que l'acceptation du risque, c'est l'acceptation du risque. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui aurait avantage, qui pourrait être retravaillé. Mais bon, si nous, notre but, c'est d'évaluer est-ce que nous, notre pratique de gestion de risque est conforme à ISO 27005, ben si, quand on accepte le risque, on l'accepte, on est conforme avec ISO 27005, tout est beau. Alors, nous, dans le cas de notre approche qu'on a pris, c'est bien. Où on a un petit peu plus de détails, c'est au niveau de la réduction du risque, la mitigation du risque. Encore là, je vous disais, tu sais, des fois, c'est important de comprendre un peu comment ça se crée des normes, puis c'est qui crée des normes. Mais dans ce cas-ci, les gens qui sont assis à la table, ce sont tous des gens du domaine de la sécurité de l'information. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qui intéresse beaucoup les informaticiens du domaine de la gestion de risque, c'est la mitigation des risques. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'on peut faire. On est des gens techniques à la base ou qui ont une formation technique. Ben, ce qu'on aime, c'est la mitigation du risque, c'est-à-dire de mettre en place des affaires. Donc ici, là, il y en a à peu près une demi-page. Et on nous donne toute une liste de critères, qui sont les mêmes critères que tout à l'heure, sur lesquels on devrait se baser, donc, pour faire de la mitigation de risque. Organisationnelle, budgétaire, technique, etc. Sinon, la risk avoidance, c'est-à-dire l'évitement, c'est encore 3 lignes comme pour la rétention, où ça nous dit, par exemple, risk avoidance. The activity or condition that gives rise to the particular risk should be avoided. Donc, l'évitement du risque, c'est d'éviter le risque. Bravo. Et le transfert du risque, ça, c'est peut-être une section où il y aurait quand même mérité d'aller beaucoup plus en détail, puisque dans le transfert du risque, on devrait, comme on a parlé dans le cours, regarder différentes stratégies. On a parlé d'externalisation, hein? Donc, c'est-à-dire de transfert à un tiers, d'affaire à faire à une firme style Above Security ou Go Secure qui peut venir puis mettre en place des choses et prendre en charge une partie des processus de gestion de risque. Ça peut être aussi l'impartition.
ou ça pourrait être aussi, comme transfert de risque, l'assurance. Et ça, ben, c'est pas nécessairement très détaillé, mais effectivement, il y a, là, dans ce cas-ci, on a quand même 7-8 lignes de texte, donc où on nous mentionne la possibilité de transférer à un sous-contractant. Donc, j'imagine, on parle d'impartition. Et que quand on transfère un sous-contractant, quand même, on n'abandonne pas complètement la responsabilité. Bon, sinon, juste pour conclure, donc, le chapitre 10 porte sur l'acceptation du risque. Là, on nous donne un petit peu plus d'informations. Le chapitre 11, dans le chapitre 10, il faut s'entendre, hein, c'est ici, là. C'est 3 paragraphes. Le chapitre 11 nous parle des communications sur le risque, donc une demi-page. Le chapitre 12 nous parle du processus de monitoring and review, donc les audits et la révision. Et là, on a 3 pages et demie. Et c'est tout. Après ça, donc, on tombe dans les annexes. Donc, c'était un survol quand même rapide là, de la norme. Malheureusement, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous en donner de copie. J'ai essayé dans la mesure que c'est possible et dans le respect des droits d'auteur de ISO de vous traduire certains des éléments en français que je vous inclus dans le document. Je suis désolé si ma première version de la traduction est peut-être pas parfaite. Sûrement qu'on pourrait l'améliorer. Si vous avez des suggestions, ça me fera plaisir d'en tenir compte. Donc, je vous ai mis quand même les éléments importants des chapitres 7 et 8. Ça, vous allez les retrouver donc dans les notes de cours. Mais évidemment, comme je vous dis, je peux pas faire un copier-coller. Ça, j'aurais des problèmes avec l'ISO. Mais j'ai essayé de respecter l'esprit du texte autant que possible, puis tout en le modifiant assez pour que je puisse pas me faire accuser de violer les droits d'auteur. Donc, dans tout le restant du document, là, ce sont toutes les annexes. Et les annexes sont bien indiquées comme étant informatives et non pas normatives. Donc, c'est juste des sources d'informations additionnelles sur la gestion de risque, les principes de base, des suggestions sur comment on pourrait évaluer les impacts. L'annexe C vous donne une liste de menaces possibles. Donc, un peu ce que nous, on a fait ici, je pense au chapitre 3 ou 4. L'annexe D, c'est des listes de vulnérabilités et des façons d'évaluer les vulnérabilités. L'annexe E, c'est différentes approches de gestion de risque, de mesures. Donc, c'est là qu'on retrouve les tableaux, comme je vous ai montré tout à l'heure. L'annexe F contient des contraintes pour la réduction du risque. Et donc, il y a toute une liste là, de différentes contraintes financières, organisationnelles, techniques, culturelles, opérationnelles, etc., qui sont mentionnées. Donc voilà, c'était la 27005.